France 3, avec les magasins Gamme Vert, vous a fait partager cette soirée cinéma. France 3, avec les magasins Gamme Vert, vous présente la question cinéma. Répondez à la question sur le bulletin disponible dans les magasins Gamme Vert ou sur le 3615 France 3. Notre gagnant de la semaine dernière partira en randonnée pédestre découvrir les forêts du parc naturel régional du Haut-Jura. Bonne chance. France 3, avec Gamme Vert, vous a présenté la question cinéma. La croisière s'amuse et se déchire. Jeanne Moreau dirige les hostilités et montre un visage inédit. La femme fardée après la météo et le soir 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton gel douche. Il faut te protéger et t'hydrater. Le gel douche Sanex Dermoprotecteur protège et hydrate. Tu devrais l'essayer. Nouveau gel douche Sanex Dermoprotecteur. On n'a qu'une peau, Sanex la garde saine. Mesdemoiselles, vous savez qu'il faut se brosser les dents après un repas? Oui. Et vous le faites? Eh bien, voici Tony Gum, le nouveau Tony Gum. C'est un chewing-gum sans sucre, au xylitol et au calcium. Ainsi, Tony Gum offre une double protection. 1. Le xylitol, d'origine naturelle, aide à prévenir les caries. 2. Le calcium aide à renforcer l'émail des dents. Alors, quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, mâchez le nouveau Tony Gum, en tablette ou en dragée. On n'a pas d'enfant. Le Space Runner ne deviendra une voiture familiale que lorsque vous aurez vraiment une famille. Mitsubishi. Instinct, le café soluble par carte noire. Try to remember when life was so tender. Carte noire Instinct, un café soluble nommé Désir. Carte noire Instinct. Et aujourd'hui, son éco-recharge. Nostalgie présente Imouvrini, la musique de la Corse authentique. Coraggio, le nouvel album d'Imouvrini. Grillé, suédois. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. Chris Prolls. C'est suédois, ça se voit. Contre le froid avant, il y avait qu'à. Maintenant, il y avait qu'à. Fenêtre PVC VK. Maintenant, il y avait qu'à. La soupe de légumes, il n'y a pas 36 façons de la faire. Parce que les légumes, il n'y a pas plus fragile. D'abord, on choisit les plus beaux suivant la saison. On fait cuire à feu doux, surtout pas trop longtemps pour pas les dénaturer. C'est comme ça qu'on garde tout ce qui est bon dans la soupe et c'est comme ça que Liebig fait pure soupe. Quand Liebig cuisine, c'est de la vraie cuisine. Le problème de Valérie, c'est les sucreries. Le problème de Jean-Yves, c'est les gencives. Quant au problème d'Hélène, c'est la laine. C'est la laine. Oui, mais voilà, Aquafresh 3. La triple protection. Vous entendez? Ça, c'est Bach. Chez Naxos, Bach enregistré en vrai DDD, ça change tout. Et ça, vous connaissez. C'est Bach, comme si vous y étiez. Bach, comme vous l'entendez. Magnificat, Symphonia, le meilleur de Bach en 2 coffrets de 3 CD, à prix miracle. Solitaire, c'est 12 cases à gratter. Ouais. Donc, 12 chances de gagner. Ouais. Alors forcément, ça finit toujours par savoir. Ouais. C'est combien? C'est 50 000. C'est beaucoup. Solitaire, il y en aura pour tout le monde.
imprimante Epson. Qui peut faire meilleure impression? France 3 vous présente la météo avec Direct Assurance, assurance par téléphone. Bonsoir, eh bien non, malheureusement, ça ne va pas se réchauffer demain. Nous avons toujours notre anticyclone qui est bien installé sur la France. Alors, il va quand même laisser passer cette perturbation qui va apporter quelques nuages. Le matin, attention, nous aurons des brouillards dans le sud-ouest et dans le nord-est. Ces brouillards pourront être localement givrants parce que nous allons conserver des températures extrêmement fraîches, on peut le dire, jusqu'à moins 9 degrés dans le nord-est et dans le massif central, et des températures négatives partout ailleurs, comme ce matin, sauf sur les côtes où ça sera très très légèrement positif. Alors, dans l'après-midi, la perturbation, vous allez le voir, elle ne va faire qu'effleurer les côtes de la Bretagne et du Cotentin, donner quelques passages nuageux, renforcement du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler à 70 km/h, et puis partout ailleurs, eh bien, c'est une journée anticyclonique d'hiver, c'est-à-dire avec du soleil. Les températures demain après-midi, eh bien, elles resteront extrêmement fraîches. Météo France est toujours en grève, donc nous avons une tendance, vous le voyez, des températures toujours inférieures de 4 à 5 degrés, parfois 6 degrés en dessous des normales saisonnières. Pas plus de 6 degrés dans le nord-est, 6 à 8 sur le centre, 8 à 11 quand même sur l'Atlantique, et puis 13 à 16 degrés sur le sud du pays. Le reste de la semaine. Alors, mercredi, nous aurons à peu près le même type de temps, toujours anticyclonique, toujours froid. Jeudi, début du changement avec la perturbation qui va entrer par le nord-ouest, des entrées maritimes sur le sud à cause du vent qui change d'orientation. Et puis vendredi, donc, nous aurons cette perturbation qui va entrer, donner de la pluie, des entrées maritimes qui donneront également de la pluie, du soleil partout ailleurs. Samedi, régime de traîne pour tout le monde, avec donc à partir de jeudi une hausse du thermomètre, une hausse progressive. Demain, nous fêterons la Sainte Carine. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Ne nous quittez pas, vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir. C'était la météo avec Direct Assurance, assurance par téléphone. Demain sur France 3, vous n'en croirez pas vos yeux. Au Mandrake d'Or, les magiciens les plus puissants du monde sont en compétition. Pour triompher, ils mettent en jeu leurs arcanes les plus secrets. On ne sait pas comment ils font, on ne saura jamais. Mais personne ne vous interdit d'essayer de percer le mystère. Avec nos invités, la grande cérémonie magique vous réserve de belles surprises. Demain 20h50, les Mandrakes d'Or, la grande fête de la magie sur France 3. Dim sort ses diams dans un nouvel écrin et réinvente le plaisir du collant. Toi et moi, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Le plus beau Dim, c'est vous. Saint-Hubert 41, le meilleur est dans Saint-Hubert. AEG. Avec AEG, je respire. Voici la nouvelle Audi, l'Audi A4. Impact dans 15 secondes. ABS 5e génération. Composant aluminium. 10 secondes. Toute l'Audi A4 a été pensée pour raccourcir ce dont on parle si peu. Le freinage. Impact. Nouvelle Audi A4. Pourquoi faire comme les autres ? Qu'est-ce qu'on est bien. Vacances en Rhône-Alpes, 36 68 1995. Choisissez vos couleurs. Et le jour où nous devions nous marier, elle disparut. L'homme est imprévisible.
C'est pourquoi à la Mondiale Assurance Vie, nous nous adaptons en permanence à la richesse de sa personnalité et de ses projets. Assurance Vie La Mondiale, l'homme est imprévisible. C'est prévu. Chaque jour, grâce à Ericsson, plus de 20 millions de personnes communiquent dans 70 pays. Ericsson, téléphone portatif. Chaque jour, la presse française livre des millions d'informations. On ne peut pas tout retenir, mais aujourd'hui, on peut tout retrouver. Revue presse sur Minitel, 36 29 00 2 fois. Annie-Marcel Pagnol. Quand je suis seul le soir, dans ma petite chambre, il me semble que je suis encore près de vous. Monsieur Topaz, soyez correct. Vous ne pouvez plus me refuser cette faveur sans m'infliger un chagrin que je n'ai pas mérité. Je veux bien vous céder encore une fois. Oh, merci. Nul ne résiste à Fernandel. Avec Topaz, le centenaire du cinéma est une faveur, jeudi sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. La communauté internationale rend un dernier hommage à Yitzhak Rabin, des funérailles solennelles pour saluer un héros de la paix. Des dizaines de chefs d'État avaient fait le déplacement à Jérusalem aujourd'hui. On a vu côte à côte Shimon Peres, le roi Hussein de Jordanie et le président égyptien Hosni Moubarak. Cette image constitue à elle seule une réponse tout à fait symbolique et politique à l'attentat de samedi soir. Nous y reviendrons plus longuement dans quelques instants. Dans ce journal, nous évoquerons également les suites de l'enquête sur les attentats en France. 2 Algériens ont été écroués ce soir. L'un d'entre eux serait un agent de liaison du GIA. Côté justice, l'assassin de René Bousquet s'explique devant les jurés parisiens. L'ombre du secrétaire général de la police de Vichy plane sur le procès. Enfin, Lille et Lyon, adversaires pour les Jeux Olympiques de 2004. L'examen de passage aura lieu demain à Paris. C'est l'essentiel de l'actualité. Près d'1 million d'Israéliens et une pléiade de chefs d'État, une cinquantaine, ont donc rendu hommage à Yitzhak Rabin aujourd'hui. Au-delà de l'émotion et du recueillement, on retiendra surtout que plusieurs dirigeants du monde arabe ont brisé les vieux tabous en se rendant aujourd'hui à Jérusalem. Ils ont tous voulu emprunter le chemin de la paix, cher au Premier ministre assassiné samedi soir. Des funérailles commentées par Joël Hazard. Le temps s'est arrêté. Israël s'est immobilisé quand le cercueil d'Yitzhak Rabin est arrivé au carré du Mont Herzl, le cimetière des grands de la nation. Auprès d'une famille unie dans la douleur, tous les artisans de la paix, tous les acteurs de l'histoire du Proche-Orient, tous venus du monde entier au chevet de la paix pour qu'elle puisse survivre à l'homme qui vient de mourir pour elle, à cause d'elle. Ce fils de David et Salomon s'est dressé pour défendre la liberté d'Israël d'Era Bill Clinton. Il a donné sa vie pour protéger l'avenir d'Israël. Le chagrin de Shimon Peres s'adressant aux défunts. Tu m'as dit lors du rassemblement qu'il existait une menace de tentative d'assassinat. Nous ne savions pas qui frapperait. Nous n'imaginions pas que le mal serait si profond, dira-t-il. La souffrance de Noah, la petite fille d'Yitzhak Rabin. Grand-père, tu étais le pilier de feu qui guidait notre camp. Maintenant, le feu s'est éteint et nous avons froid. Je sais qu'on parle de désastre national, dira-t-elle, mais comment se consoler quand grand-mère n'arrête pas de pleurer et quand notre peine est si grande? L'émotion de ce collaborateur du Premier ministre défunt. Il lit un petit papier maculé de sang, retrouvé sur le corps d'Yitzhak Rabin. La dernière prière qu'il a chantée avant de mourir. Il dit chanter pour la paix. Ne murmurez pas la prière, chantez la paix d'une voix forte. Le corps d'Yitzhak Rabin, porté par 6 généraux, va gagner sa dernière demeure auprès des anciens premiers ministres d'Israël. Avec la prière des morts, le temps du deuil a commencé pour la famille du défunt. Yitzhak Rabin rejoint désormais l'histoire. Les derniers honneurs de l'État hébreu aux héros de la paix comme aux héros de la guerre.
Pour des raisons évidentes de sécurité, Yasser Arafat n'était pas présent aux obsèques aujourd'hui à Jérusalem. Le numéro 1 palestinien a tenu malgré tout à suivre la cérémonie chez lui en direct pour exprimer son émotion. Memona Interman. Devant cet écran de télévision, Arafat a l'air plus seul que jamais. Comme si les funérailles d'Yitzhak Rabin étaient un peu les siennes, lui qui a échappé si souvent à son destin, au piège et au bal. Peut-être songe-t-il à cette poignée de main, un après-midi d'automne ensoleillé, un jour de septembre 93 à Washington. Peut-être comprend-il pourquoi Yitzhak Rabin a pu paraître hésiter un instant. À ce moment-là, le sort fut jeté. Par-delà la politique, par-delà la mort, cet homme qu'on enterre aujourd'hui restera pour Arafat un ami courageux et un cousin. Alors, à ce compagnon de route, Arafat fait une promesse, je cite, « Je dirai un jour à ma fille que j'ai aimé Rabin ». Et au lendemain de l'attentat, beaucoup se demandaient si l'assassinat d'Yitzhak Rabin n'allait pas bloquer la dynamique de paix ou tout au moins la fragiliser. Les images enregistrées aujourd'hui à Jérusalem constituent à la fois une réponse symbolique et un avertissement très fort pour tous les intégristes. Le roi Hussein de Jordanie comme Hosni Moubarak, l'Égyptien, sont formels. Le processus de paix est en marche inexorablement. Robert Minangwa. Ils sont venus du Qatar, d'Oman, d'Arabie, de Tunisie, d'Égypte ou du Maroc. Plus de 20 délégations arabes ont marqué de leur présence les obsèques d'Yitzhak Rabin. Un moment émouvant, celui où le roi Hussein de Jordanie a pris la parole. Le souverain hachémite n'avait pas foulé le sol de Jérusalem depuis la guerre de 67. Il a vécu comme un soldat, il est mort comme un soldat de la paix. Et je crois que le moment est venu pour nous tous d'ouvrir notre esprit et de parler de paix. Pas forcément ici aujourd'hui, mais pour les temps à venir. Nous appartenons au camp de la paix. Nous croyons en la paix. Nous croyons en un seul Dieu qui nous conseille de vivre en paix et que cette paix soit sur nous. Autre moment fort, l'intervention du président égyptien. Il s'est fait l'apôtre de la réconciliation israélo-arabe. Ses efforts honnêtes pour conclure la paix au Moyen-Orient sont la preuve de sa vision, que nous partageons tous, pour supprimer la souffrance de ces peuples de notre région. Assurément, la présence d'hôtes arabes en Terre Sainte a valeur de symbole, un symbole biblique pour ceux qui croient en la paix. Et de cette journée, on retiendra encore que l'assassin d'Yitzhak Rabin a été présenté ce matin devant un magistrat. Yigal Amir, c'est son nom, a réaffirmé qu'il avait agi seul, avec l'aide de Dieu, a-t-il dit. Il sera maintenu en détention avant son jugement. Son frère a lui aussi été arrêté ce matin. C'est lui qui aurait préparé la balle qui a tué samedi soir le Premier ministre israélien. En France aussi, les funérailles ont été vécues avec beaucoup d'émotion, notamment dans la communauté juive de France. Ce soir à Paris et à Marseille notamment, plusieurs centaines de personnes se sont recueillies dans les synagogues. Marie-Pierre Courtelmont, Jean-Jacques Ledeuil et nos confrères des stations régionales. Le recueillement d'une communauté. Selon la tradition juive, les hommes étaient assis en bas, les femmes priaient à l'étage. Au premier rang des personnalités politiques, dont le Premier ministre, qui à son arrivée à la synagogue a noté cette phrase sur le livre des condoléances. Avec Yitzhak Rabin, nous perdons un ami et un héros de la paix. Le grand rabbin de France, Joseph Citruc, a ensuite exprimé l'émotion des Juifs de France. Le désarroi de la communauté juive est immense. Atterrée, effondrée, brisée après un crime si odieux, elle est plongée dans la douleur. Comment comprendre l'absurdité, la folie de cet acte ignoble? Nous nous élevons avec force contre ce meurtre qui raye de la carte des vivants un héros d'Israël. Dans la plupart des grandes villes de France aujourd'hui, comme ici à Marseille, des bougies en hommage au Premier ministre israélien assassiné hier. Partout, on a vu surtout des jeunes venus se recueillir. Nous voulons réagir, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là un peu la famille. Ce que j'appelle la famille, c'est les proches et ceux qui croyaient en ce que Yitzhak Rabin représentait. Et nous voulons donner notre soutien. Idéalement, politiquement, je n'aimais pas trop Yitzhak Rabin.
Mais j'ai une sorte de haine incompréhensible envers ce geste et j'ai presque pleuré hier soir parce que c'était un juif qui a tué un autre juif. Personne ne peut mourir au nom de la paix, on ne meurt pas. On ne meurt pas, on ne tue pas un homme pour ses opinions, pour ses engagements, on ne tue pas. Il est interdit de tuer, c'est l'un des premiers commandements de la loi juive. La communauté juive de France aura donc accompagné Yitzhak Rabin de ses prières pendant toute la journée. La suite de l'actualité en France et à l'étranger en commençant par l'enquête sur les attentats en France. Manifestement, la police marque des points depuis 48 heures. Un Algérien présenté comme un agent de liaison du GIA et l'un de ses complices présumés ont été mis en examen et placés sous mandat de dépôt. Reportage Philippe Denis, Loïc Lemoigne. La justice semble convaincue d'avoir pêché de gros poissons. À l'issue de leur garde à vue de 4 jours, 2 des terroristes présumés ont été transférés au palais de justice de Paris cet après-midi. Les juges antiterroristes Bruguière et Levert, dans leur galerie sous haute protection, les ont mis en examen et écroués. Le premier de ces suspects serait Omar Alaoui ou Smaïn Aïtali Belkacem, selon ses dernières déclarations au juge. Il a été interpellé jeudi à Villeneuve d'Ascq. Une bombe en préparation avait été découverte chez lui. Mais cet homme de 27 ans serait aussi directement impliqué dans l'attentat du RER de la gare d'Orsay, qui avait fait 28 blessés le 17 octobre dernier. Dans cette affaire, le juge Bruguière l'a mis en examen pour tentative d'assassinat. Le même attentat vaut au chef présumé du réseau une mise en examen pour complicité d'assassinat. Au cours de sa garde à vue, Boualem Ben Saïd aurait reconnu avoir hébergé dans son appartement du 16e arrondissement les auteurs présumés de l'attentat de la gare d'Orsay. Le même Boualem Ben Saïd est mis en examen pour tentative d'assassinat cette fois, lors de l'attentat à la station Maison Blanche, 12 blessés, et pour l'attentat manqué contre le TGV Lyon-Paris. En clair, un même groupe terroriste aurait bien frappé à Lyon et à Paris. 4 autres suspects interpellés jeudi seraient sur le point d'être transférés devant les magistrats antiterroristes. Le dossier des attentats est loin d'être bouclé. J'ajoute que l'enquête progresse également à pas de géant à Londres. Dans les milieux islamistes, 5 personnes sont entendues en ce moment par Scotland Yard. Parmi elles, le suspect numéro 1, Abou Fares, considéré en France comme l'un des commanditaires des attentats islamistes qui ont fait, je vous le rappelle, 7 morts et 180 blessés depuis fin juillet en France. À Paris, ouverture aujourd'hui du procès de Christian Didier. Didier est cet homme de 51 ans qui a assassiné René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, alors que ce dernier était sur le point d'être jugé pour crime contre l'humanité. C'est la première des informations commentées par Christophe Bardy et Hélène Frandon. Tuer un être humain, même la pire ordure, c'est horrible. J'étais persuadé d'effacer une tache noire sur la France, mais c'est une très grave faute. Tels sont les mots prononcés par Christian Didier lors de l'ouverture de son procès devant la cour d'assises de Paris cet après-midi. L'assassin de René Bousquet a analysé en détail 51 ans d'une vie très tourmentée, faite de déprime et de séjours en hôpital psychiatrique. Il a ensuite laissé sa mère à la barre des témoins raconter son enfance difficile. Ouverture du procès en appel de Pierre Botton. L'ex-homme d'affaires lyonnais comparaissait cet après-midi devant la cour d'appel de Lyon avec 8 autres prévenus. Parmi eux, l'ancien maire de Lyon, Michel Noir, le maire de Cannes, Michel Mouillot, et le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Au cours des débats qui doivent durer 2 semaines, les prévenus devront s'expliquer sur les infractions d'abus ou de recel d'abus de biens sociaux ayant entraîné leur condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon en avril dernier. En Pologne, le candidat ex-communiste Aleksander Kwaśniewski distance le président Lech Walesa bien plus nettement que ne le laissaient prévoir les premières estimations. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, Aleksander Kwaśniewski obtiendrait plus de 38% des suffrages, contre moins de 31% pour Lech Walesa. Duel serré en prévision au second tour dans 15 jours. L'ancien chef de la diplomatie soviétique, Édouard Shevardnadze, a été réélu dimanche président de la République de Géorgie dès le premier tour avec 78% des voix. Monsieur Shevardnadze a fait campagne sur le thème du nationalisme réaliste, un thème qui a convaincu la population de Géorgie, satisfaite par ailleurs de la fin des combats entre milices et du rétablissement d'une certaine stabilité économique. L'État et les syndicats agricoles ont adopté cet après-midi une charte nationale pour l'installation des jeunes agriculteurs. Le texte vise à encourager les vocations en agriculture et prévoit 8 nouvelles mesures d'aide. Il a été signé par Alain Juppé, le ministre de l'Agriculture Philippe Vasseur et la présidente du Centre national des jeunes agriculteurs Christiane Lambert.
La cérémonie s'est déroulée sur la commune de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais, la ville dont Philippe Vasseur est le maire. 500 jeunes agriculteurs venus de toute la France étaient présents. L'écrivain grec Vasilis Alexakis a été couronné ex aequo du prix Médicis pour son livre La langue maternelle. Le deuxième élu est d'origine russe, Andrei Makin, auteur de l'ouvrage Le Testament français. De leur côté, les dames du prix féminin ont fait d'Emmanuel Carrère le lauréat 95 pour La classe de neige. C'est l'histoire, comme son titre l'indique à demi, d'un petit garçon qui se rend en classe de neige et à qui il arrive, pendant cet épisode, une expérience que j'ai pas envie de raconter, mais qui est très douloureuse, très éprouvante. Question. Qui de Lille ou de Lyon défendra les couleurs de la France dans la course à la candidature pour les Jeux Olympiques de 2004 ? Les membres du Comité national olympique trancheront demain aux alentours de 19h45. Vous aurez d'ailleurs, notez-le, la primeur du résultat en regardant le 19-20 en direct sur France 3. Lyon-Lille, c'est une primaire olympique unique en France. Didier Balèze. Pour la troisième fois de son histoire, Lyon pose sa candidature afin d'organiser les Jeux Olympiques. L'arrivée récente du nouveau maire a permis de réaliser un consensus politique. Désormais, le dossier possède de sérieux atouts. La cohérence, la qualité du dispositif d'accueil, avec un potentiel de 2 millions de lits, des moyens de communication adaptés au niveau des transports, des infrastructures et un souci de répondre aux exigences des athlètes. Ce concept original ne peut cependant éviter un handicap, la dispersion des sites. Même si le projet s'appuie sur des stades existants pour permettre une diminution des coûts, le budget devrait avoisiner 12 milliards de francs, ce qui ne semble pas effrayer l'ancien Premier ministre. Si c'est Lille, nous nous en réjouirons. Nous sommes ici dans l'olympisme, dans un esprit d'émulation sportive et pas de petite rivalité entre une ville et une autre. Derrière la bataille politique, Lille oppose depuis 2 ans un engagement régional sans faille. Je déclare solennellement la candidature de Lille aux Jeux Olympiques de 2004. La mobilisation et l'engouement populaire sont exceptionnels. L'initiative très fédératrice a reçu le soutien de sportifs de haut niveau, tels Marie-Jo Pérec, un coût de 8 milliards financé pour moitié par des fonds privés, une situation au cœur de l'Europe, à 2 heures de Londres ou de Berlin. 200 bénévoles ont déjà démontré cette volonté de gagner des nordistes. C'est un point que l'on ne pourra jamais nous enlever. Les gens du Nord aujourd'hui ont cette volonté, cette ambition de gagner, beaucoup plus que la population de Rhône-Alpes, c'est certain. La métropole du Nord espère bien faire la différence grâce à son arc olympique. 90% des épreuves s'étendraient sur 20 km, accueillant 23 disciplines. Un confort qui pourrait séduire les 35 membres du Comité national olympique et sportif français. Réponse donc demain soir dans le 19-20. Le monde politique et syndical au chevet de la Sécu, les consultations des grandes centrales syndicales menées par la mission d'information de l'Assemblée nationale se sont déroulées dans un climat de grogne vis-à-vis du gouvernement. Il faut dire que certains articles parus ce matin dans la presse, selon lesquels le gouvernement envisagerait notamment de recourir à la procédure des ordonnances pour réformer la sécurité sociale, ont créé le doute sur l'utilité des dites consultations. Voici tout de suite le résumé des interventions avec Henri Elie. Pour ceux qui désirent en savoir plus, ils ont bien raison, nous diffuserons une page spéciale tout de suite après cette édition du journal. Quelle aubaine pour le leader de Force ouvrière que cette audition devant une brochette de députés et de la majorité et de l'opposition. Mais quelle déception, car pour lui, les jeux sont faits. L'augmentation de la CSG semble en effet bien décidée pour financer le déficit de la Sécu. FO mobilise donc ses troupes. Je suis persuadé qu'on lancera un mot d'ordre de grève et un mot d'ordre de grève général. Pour sa part, la CFDT s'est employée à dénoncer le blocage depuis 2 ans de la politique contractuelle à la sécurité sociale, réclamant l'ouverture de négociations rapides. Réformer parce qu'autour de nous, la situation change. Réformer aussi, je pense là à l'assurance maladie, et en profondeur et à long terme, parce qu'il y a des modalités qui ont été décidées à l'époque de sa création qui n'ont plus la même validité aujourd'hui. Pour la CGT, la réforme, d'accord, mais que l'on arrête du côté de Matignon et du gouvernement d'effrayer le public par un rapport bien trop alarmiste. En ce qui concerne les dépenses de santé, je suis au regret de vous dire que nous n'acceptons pas l'argument de dépenses de santé en France nettement supérieures à ce qu'elles sont dans les autres pays d'Europe, notamment. Demain, place au gouvernement devant les membres de la mission parlementaire. C'est Jacques Barrot, le ministre du Travail,
qui devrait donc intervenir afin de préparer le débat parlementaire les 13 et 14 novembre prochains. Un débat qui risque fort d'être houleux. Parfois, on se prend à plaindre les députés. Pensez donc, 3 jours d'audition non-stop sur un sujet aussi rébarbatif que la sécurité sociale. Ils jonglent à 1% près avec les chiffres, les taux et les sigles, et ils y croient. Les questions sont fouillées, les réponses aussi. Chacun respecte l'autre, les députés entre eux, les députés avec les partenaires sociaux aussi. À quelques exceptions près, ce débat faisait plaisir à voir et à entendre aujourd'hui. Mais il frôlait malheureusement l'absurde. Comme l'a dit Marc Blondel, pourquoi discuter encore alors que le projet gouvernemental... Autre décalage, remarqué cette fois par la CGC, qui débat? Des parlementaires face à des partenaires sociaux. Les exclus du jeu, en fait, puisque c'est l'État, et pas eux, qui jusqu'à présent a eu le pouvoir sur les dépenses et sur les recettes de la sécurité sociale. L'absurdité de ces 3 jours d'audition risque de connaître son apogée dans quelques semaines si le gouvernement décide de légiférer par ordonnance. Son sourire espiègle cache mal une volonté de faire. Nathalie Requin porte bien son nom. Cette jeune femme de 31 ans a l'intention de dévorer le marché qu'elle a su créer, les housses personnalisées pour sièges de voiture. Il y a 3 ans, Nathalie cherchait à habiller l'intérieur de son véhicule. Elle n'a rien trouvé à son goût, alors elle l'a cousu elle-même. Les autres conductrices l'arrêtaient au feu rouge, lui déposaient des mots de félicitations sur son pare-brise. Devant un tel succès, elle a choisi d'en faire son métier. Sa formation marketing et ses doigts d'or ont donné cette marque, Nathalie Requin Création. Des housses de voiture, elle a étendu ses talents à l'habillage des fauteuils, le look bon chic bon genre, la marque de fabrication, le nœud, style petite fille modèle. Le chiffre d'affaires de la petite fille modèle, 8 millions de francs quand même. Elle tient à rendre hommage à la seule banquière qui l'ait aidée, une femme bien sûr, directrice d'une agence de la banlieue parisienne. Son succès a été couronné par le prix Espoir Veuve Clicquot 95. Nathalie Requin aime son métier mais garde une grande envie de bébé, des filles à qui elle apprendra avant tout à garder leur féminité. C'est son credo. Comme chaque soir, voici la une des journaux en avant-première. Tous nos confrères titrent évidemment sur les obsèques d'Yitzhak Rabin, en mettant l'accent sur le chemin de la paix tracé par l'ancien Premier ministre israélien. Alain Dévé. Tous vos journaux, comme Ouest France, ont été impressionnés par l'hommage rendu à Yitzhak Rabin. Ils étaient tous là, écrit Henri Amar dans la Dépêche du Midi. Amis de toujours et ennemis d'hier, ils sont venus dire leur volonté de poursuivre l'œuvre de paix. La présence et les discours d'Hussein de Jordanie et de Moubarak, souligne François Bessé dans l'Alsace, prouvent que la paix ne peut plus faire marche arrière. C'est également l'avis de Jacques Camus qui affirme dans La République du Centre que désormais le devoir de paix s'impose à tous. Voilà maintenant la paix relancée autour d'un cercueil, écrit Dominique Gerbeau dans La Nouvelle République. Incontestablement, reconnaît Dominique Vallès dans La Montagne, le processus de paix est plébiscité par la communauté internationale. Pour Info Matin, cet enterrement a provoqué un véritable hymne à la paix dont le retentissement sera considérable. Pour le journal de la Haute-Marne, le monde n'a pas enterré seulement un Premier ministre, mais un héros de la paix. Presse Océan, quant à lui, regrette l'absence d'Arafat. Une chaise vide, écrit Michel Baudiguel, pose toujours des questions. Mais qu'importe pour le Berry républicain, l'essentiel c'est que vive la paix. Yitzhak Rabin a montré le chemin, explique La Voix du Nord, en se comportant en véritable héros de la paix. Alors même si aujourd'hui on a un peu froid, comme l'écrit Sud-Ouest, eh bien gardons tout de même l'espoir, Yitzhak Rabin a réveillé nos consciences, et pour Libération, c'est bien là sa dernière victoire. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Dans quelques minutes, retour au cinéma avec La Femme fardée, un bon film que je vous conseille, signé José Pinheiro. Dans l'immédiat, retour à l'actualité avec un résumé complet des auditions parlementaires consacrées à la sécurité sociale. C'est la dernière ligne droite avant l'annonce du plan de réforme de la Sécu qui interviendra, semble-t-il, le 14 ou plutôt le 15 novembre prochain. Bonne fin de soirée sur la 3 et à demain, fidèle au poste. Bonsoir. Au nom
Pour les syndicats et les députés, les dés sont jetés. Le gouvernement aurait déjà élaboré son plan de sauvetage pour la sécurité sociale. Pourtant, aujourd'hui, ils se sont prêtés au jeu du débat. Les principales organisations syndicales étaient reçues par une mission parlementaire. Il est désagréable, alors que nous venons de discuter avec les députés, d'entendre sur les médias ce matin que le gouvernement a pratiquement arrêté sa copie. Et à partir de là, nous allons déjà insister sur ce point, pour qu'effectivement l'Assemblée nationale joue son rôle, tout son rôle, dans l'élaboration des différentes mesures. Pour les syndicats, cette audition était tout de même une belle tribune. Le secrétaire général de la CGT a ainsi remis en cause le rapport alarmiste du gouvernement. Je suis au regret de vous dire que nous n'acceptons pas l'argument de dépenses de santé en France nettement supérieures à ce qu'elles sont dans les autres pays d'Europe. Mal évalué ou pas, le déficit est là. Pour le combler, la CGT veut qu'on arrête de faire des fleurs aux entreprises. En un mot, que celles-ci ne soient plus exonérées de certaines charges. À la CGC, on souhaite également que les entreprises participent plus à la solidarité nationale. Et nous prenons, nous, parallèlement à la CSG, la création d'une CSE, d'une cotisation sociale des entreprises, dont l'essentiel d'ailleurs pourrait être affecté à la résorption des déficits du passé. De leur côté, CFDT et CFTC n'excluent pas une augmentation de la cotisation sociale généralisée, même si chacun y pose des bémols. Pour que cette CSG soit digérée, soit validée dans l'opinion publique, il faut que cette CSG ne soit pas un impôt, c'est-à-dire qu'elle n'aille pas dans le budget de l'État d'une manière tout à fait indistincte. Il faut que ce soit une cotisation, c'est-à-dire qu'elle soit déductible du revenu imposable et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son statut. C'est une recette sociale, ce n'est pas une recette fiscale. Concernant la CSG, je l'ai dit, nous ne sommes pas d'accord pour son augmentation aujourd'hui, à moins qu'un point de plus de CSG, par exemple, corresponde à un point de moins de cotisation sociale des salariés. Et que, par ailleurs, le champ de la CSG soit étendu au-delà des revenus du travail. Mais les syndicats ne se sont pas contentés de rappeler leur position. Ils ont également mis en garde le gouvernement. Nicole Notas s'est élevée contre le projet d'instauration d'un forfait sur les feuilles de soins. Marc Blondel a souhaité mobiliser ses troupes. L'interrogation est telle, les conséquences de ces idées qui viennent taxer par exemple de 10 francs la feuille de maladie, vous comprenez, ça devient un truc de fou, parce que ça c'est une démarche de pays en voie de développement. On est quand même, je rappelle, le Premier ministre dit le 4e pays économiquement au monde. Bon, on peut quand même faire autre chose. Eh bien, ce genre de choses va conduire les organisations syndicales, et en particulier la mienne, à faire un CCN le 13 novembre, et à ce CCN, je suis persuadé qu'on lancera un mot d'ordre de grève, et un mot d'ordre de grève général. Et le bras de fer entre syndicats et gouvernement commence dès le 14 novembre, à la veille de la présentation par le Premier ministre Alain Juppé des mesures pour sauver la sécurité sociale. Ce même jour, une manifestation régionale se déroulera à Paris. Bras de fer également entre députés et gouvernement, agacés par les effets d'annonce des ministres. Les parlementaires ont souhaité entendre un représentant du gouvernement. Demain, Jacques Barrot, ministre du Travail, se joindra donc à leur journée. Une journée encore bien remplie, puisqu'ils reçoivent d'autres partenaires sociaux, notamment les présidents des caisses nationales de la sécurité sociale. La perfide Jeanne Moreau part en croisière Sagan et il y en aura pour tout le monde. La femme fardée, tout de suite sur France 3. La France, 550 000 km² de découvertes et d'évasion. Avec le meilleur de vos magazines régionaux, Humeur Pays, Senteur Pays, Couleur Pays, s'affirme avec vigueur et personnalité. Pour mieux voir cet univers si proche de vous, Couleur Pays, tous les mardis 22h55, plus que jamais Pays avec France 3.
l'espoir, c'est la cancérogénèse. La recherche des mécanismes de cancérisation est le défi des chercheurs de la Ligue. Liguons-nous contre le cancer, aidons la Ligue. On entend dire partout que toutes les voitures se ressemblent. Permettez-moi de sourire. Regardez cette nouvelle Berline Rover 620 SDI turbo diesel. Barre de protection latérale, jante alliage, 4 freins à disque avec ABS, suspension indépendante, condamnation centrale à distance avec alarme sophistiquée. Passons au salon. Rétroviseur réglable et dégivrable électriquement, coussin gonflable de sécurité conducteur, volant réglable. Air conditionné, véritable ronce de noyer, toit ouvrant électrique avec store, assise des sièges en cuir, siège conducteur réglable électriquement, une banquette arrière qui sait se montrer utile, et un coffre lui aussi très confortable. Et maintenant, la merveille, moteur 2 litres turbo diesel, injection directe à contrôle électronique intégral, 105 chevaux, traction avant, consommation au 100 km, 4 litres à 90 km/h, 5 litres 5 à 120, 5 litres 8 en ville, 6 chevaux fiscaux. Incroyable, n'est-il pas? Votre dame nous a appelés, il paraît que vous parlez tout seul. Mais je parle pas tout seul, je parle à des millions de téléspectateurs, là. Et puis moi, je suis le prince charmant, et puis lui, c'est le petit pousset. Hein? Alors un petit peu de repos, et ça ira mieux. Hein? Allez. Il faut que je parle du 3615 Rover, là, vous savez, pour essayer la voiture. Oui, 3615 Rover, allez. Ça va bien. Mais vous devriez l'essayer. Oui, bah, tu vas essayer notre ambulance. Je vous assure, elle se conduit très très facilement. C'est très agréable. Oui, mais on fait conduire. Le problème des régimes, c'est qu'en perdant des kilos, on perd souvent les vitamines et les minéraux qui vont avec. Et puis perdre trop vite des kilos, c'est surtout risquer de les reprendre très vite. Et si vous commenciez par avoir une alimentation équilibrée, pensez à Taïfine 0% aux fruits. Il est sans matière grasse, il contient des protéines, il est naturellement riche en calcium, et c'est une source de 6 vitamines. Jamais un 0% ne vous a autant apporté que Taïfine. Danone. C'est comme nulle part ailleurs, un endroit qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissiez déjà. Center Parcs, en Normandie ou en Sologne. Vivez à tout moment de l'année le dépaysement d'un incroyable paradis tropical, dans une oasis de verdure. En pleine nature, redécouvrez le sens des mots loisirs, liberté, amitié, confort, et vivez quelques jours de détente tels que vous ne l'imaginiez pas. La brochure est gratuite au 42 18 12 12. Center Parcs, c'est vraiment comme nulle part ailleurs. Super Trinitron Wide, le 16/9 par Sony. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Attends Cécile, c'est toi qui m'appelles et maintenant tu veux plus me parler? Elle a raccroché. Allô, mademoiselle Cécile, il faut lui pardonner à ce jeune homme, il a l'air si malheureux. Eh ben, elle a raccroché. C'est à moi, je vais lui dire 2 mots. Alors, Cécile, on fait la difficile? S'il vous plaît, vous me le passez maintenant, je m'en occupe. Mais enfin, il est très malheureux. Allô, Cécile? Je le veux bien, si t'en veux plus. Bonjour Cécile. Allô Cécile, c'est le chauffeur du bus. Pardon? Elle veut bien lui parler. On va beaucoup plus loin avec Itinéris. Imprimante Epson. Qui peut faire meilleure impression? La marche du siècle de Jean-Marie Cavada se penche sur le destin des 8 millions d'hommes qui ont participé au conflit de 14-18. Ceux que l'on a surnommés les poilus. Les anciens combattants racontent. Animés d'un patriotisme et d'une ténacité hors du commun, ces soldats de la boue ont supporté le pire, les gaz, les blessures, la peur de la mort 4 ans durant.
Mercredi 20h50, dans la marche du siècle, dernier souvenir du front sur France 3.